Donc, au départ, mon rôle a été de diriger, en fait, les ambulanciers qui étaient sous mes ordres, sous mon commandement. En fait, j'aime mieux dire sous mon commandement que sous mes ordres. Puis ensuite, bien, ça a été de diriger des compagnies. Donc, au sein de cette compagnie-là, bien, j'avais des personnes qui étaient adjoints aux médecins, j'avais des, comme je disais, des techniciens médicaux, des ambulanciers, je dirais une diversité de personnel au niveau médical. Puis, on a été déployés, en fait, en Afghanistan en 2007. J'étais commandant adjoint, en fait, à cette époque-là, de cette compagnie médicale-là. Puis le deuil là-bas, c'est... T'as pas le temps de le vivre. On rapatrie les corps, on prépare les cercueils. Même pas 12 heures après, on fait la cérémonie de la rente, on fait nos adieux, puis les corps sont partis. La guerre continue. Je dirais que ma blessure de stress post-traumatique est issue de plusieurs éléments. Le fait de toujours être, je dirais, aux aguets, de toujours être en hypervigilance, ça devient notre rôle, en fait, en tant que soldat, mais de toujours l'être pendant 7 mois, où tu as seulement 3 semaines de pause. Quand tu restes dans un momentum de guerre comme ça, ton corps, à un moment donné, ne peut plus réagir de la même façon. Mais le fait d'avoir toujours cette anxiété-là, est-ce que mon téléphone va sonner aujourd'hui? C'est qui? À l'époque, j'avais mon conjoint qui était déployé en même temps que moi. Donc, j'avais toujours la crainte de recevoir le numéro de mon conjoint. Mais aussi de l'accident que j'ai vécu. Moi-même, j'étais dans un véhicule, puis on a été visé par un engin explosif improvisé qui a été détoné à distance. Donc, il voulait nous tuer. On était chanceux parce que nous, notre véhicule, je dirais, a résisté à l'explosion. En fait, le véhicule a implosé, mais la coque n'a pas fendu. Donc, on a tous eu des blessures mineures. Mais je dirais que l'attente cette nuit-là, quand tout ça est arrivé, premièrement, tu es dans ton véhicule. Moi, j'avais les jambes, on avait toutes les jambes dans les airs, la tête par en bas parce que le véhicule avait implosé par l'intérieur, comme ça. Puis, tout était blanc. Puis tu te réveilles, puis c'est comme si je sentais qu'il y a quelque chose qui s'était passé dans mon corps parce qu'on ne veut pas, on a ressenti tout le souffle. Puis là, tranquillement, les gens se sont mis à bouger, puis j'entendais juste crier, puis crier. Donc là, tout de suite, le mode panique s'est allumé. J'ai réalisé que c'était le commandant du véhicule qui disait « Médic, médic, médic », puis ça, c'était moi. Donc, de prendre un peu mes esprits, de vérifier avec les gens après ça. T'es-tu correct? T'es-tu en vie? Oui, t'es-tu correct? OK, t'es-tu correct? Qu'est-ce que tu penses? Puis là, le monde est un peu confus. Là, il m'a demandé de sortir du véhicule. Donc, j'ai sorti par l'écoutille au haut du véhicule. Puis à cette seconde-là, je savais que j'étais vraiment à la guerre puis que là, je pouvais mourir ce soir-là. Ce soir-là, ça a pris 4 heures avant qu'ils viennent nous chercher, que nos secours viennent nous sortir de ce trou-là. Parce que la route, je dirais, sur 50 mètres, il n'y avait plus rien. C'était sectionné, on n'avait plus de roues en dessous du véhicule, on avait vraiment été éjectés. Je pense que ce soir-là, ce qui m'est resté beaucoup, puis qui m'a hantée longtemps, c'est que j'étais tellement persuadée qu'on était pour mourir. Je m'étais dit ce soir, peu importe qu'est-ce qui arrive, tu sais, je suis prête à mourir, mais je suis surtout prête à tuer. J'étais assis au bord du véhicule, puis à un moment donné, je voyais qu'il y avait des ombres qui bougeaient devant moi. Puis là, tu te poses tout le temps la question, c'est-tu mes yeux? Quand il fait noir, des fois, on dirait qu'on se crée un petit peu des histoires, mais là, non, il y a vraiment quelque chose qui bouge devant moi puis qui commence à avancer. Puis c'est la première fois de ma vie que je peux dire que j'ai pris mon arme, que j'ai visé, que j'ai fait toute ma procédure pour tirer, que j'étais prête à tout. Puis que je me disais, c'est sûr que c'est pas moi qui y passe, c'est toi qui y passes. Puis finalement, la chose, l'ombre, s'est approchée de moi. Puis ça s'est emmené tellement vite, tout d'un coup, j'ai figé. Puis le saut que j'ai fait en réalisant que c'était un chien,
ça va toujours me rester parce que je me disais, si j'avais tué le chien, est-ce que j'aurais causé quelque chose? Si ça avait été une personne, puis que j'ai figé comme ça, j'aurais pas fait mon devoir. Je suis restée longtemps avec cette espèce de sentiment-là. Mais d'être si proche de tirer, puis d'être prête à tuer, ça vient qu'on dirait que ça clash avec nos valeurs, ça clash avec... Puis tu te dis, OK, oui, pour ma survie, mais en même temps, il y a toujours une idée derrière ça qui va te dire, je vais le faire pour telle personne qui est partie. Je vais le faire pour venger. Je vais le faire parce que ils méritent pas, eux, de vivre. Je vais le faire parce que... Puis c'est des remords après ça que tu reviens avec, puis que tu te dis... Sur le coup, j'ai jamais eu peur. Aujourd'hui, je réalise, j'avais vraiment peur. J'avais vraiment peur. J'ai pris la peine de dire adieu à mon garçon. La veille de mon départ. À 9 ans, j'ai serré mon gars fort dans mes bras, puis j'ai dit, tu sais, maman, elle s'en va travailler loin. Il dit, je le sais. Puis j'ai dit, maman, ce qu'elle s'en va faire, c'est pas facile. J'ai dit, maman, elle pourrait peut-être mourir là-bas. Fait que j'ai dit, si ça arrive, je veux pas que tu penses que je t'ai pas dit bye-bye. Je veux pas que tu penses que je t'ai pas dit je t'aime ou quoi que ce soit. Fait que là, je l'ai serré dans mes bras, fort, puis j'ai dit, adieu, mon amour. OK? Si maman est plus là, ça va être correct. Puis ça, c'est un autre regret que j'ai aujourd'hui, parce que il est resté avec ça. Il m'en veut de l'avoir abandonné, puis lui avoir dit adieu parce que ça a resté marqué. C'est certain que revenir d'une mission comme l'Afghanistan, puis avec les choses que j'ai vécues, les choses que j'ai vues là-bas, a fait en sorte que je suis revenue avec une blessure de stress post-traumatique. Cette blessure-là m'a joué des tours parce que, au départ, je pensais que j'étais correcte. Puis éventuellement, c'est en remarquant les patterns que j'étais en train de développer que j'ai réalisé que j'étais pas correcte. J'étais rendue une personne qui travaillait sans cesse, qui travaillait dans le noir, qui s'isolait et tout ça. Donc, ça a été un premier départ à dire « OK, j'ai besoin d'aide, il faut que je consulte pour ça ». Donc, au départ, ça a été vraiment la nécessité d'aller consulter pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Avec le temps, les essais de médication, les erreurs de médication, je dirais que j'ai avancé, mais c'était très long le processus. Puis, à un certain point, je voyais tellement pas d'issue à cette souffrance-là que c'est le suicide que j'ai contemplé. Puis je l'ai contemplé à plus qu'une reprise. Puis à chaque fois, ça a été mes enfants qui a fait en sorte que je me disais, c'est pas l'héritage que je veux leur laisser. Mais les cauchemars, c'était horrible. Je me levais le matin puis j'avais l'impression que j'avais pas dormi de la nuit. Donc là, c'est un cercle vicieux. Parce que là, plus t'es fatigué, plus t'as des idées qui sont moins bonnes. Donc, je nourrissais beaucoup mes idées suicidaires. Je nourrissais beaucoup aussi la pensée que j'étais plus bonne. Parce que j'étais plus capable d'être comme j'étais avant. Donc, ça a mis beaucoup de pression sur mes enfants. Aussi du fait parce que je buvais beaucoup. C'était ma façon de gérer cette situation-là, de geler mes émotions que je comprenais pas de toute façon. Donc, du fait que je buvais beaucoup, mais c'est du temps que j'ai enlevé à mes enfants. C'est d'avoir quelqu'un pour me soutenir, qui est pas dans mon contexte familial, parce que je voulais pas nécessairement que ça soit
quelque chose qui soit géré par ma famille. Mais d'avoir quelqu'un sur qui compter, d'avoir quelqu'un sur qui m'appuyer si je prends des décisions, en validant l'information, en allant chercher des conseils, c'est ce que j'aurais souhaité. Probablement que ça aurait changé ma vie beaucoup plus tôt. Parce que les gens, parfois, pensent pas qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter. Juste d'avoir un regard externe, une connaissance qui est différente de celle de la vie militaire, ça amène un regard nouveau. Puis ça, on en a besoin, parce qu'on est tellement pris, je dirais, dans ce qu'on a toujours connu. C'est très difficile de sortir de ça. Donc, un mentor, pour moi, ça aurait été la personne qui aurait pu me dire « Il y a d'autres choses. Puis je suis là pour t'aider à le découvrir. Il y a d'autres façons d'être. Puis je peux t'aider à découvrir aussi comment toi te redécouvrir. » Donc, vraiment, un mentor, c'est quelque chose qui... Je vois le mentor comme une personne qui peut vraiment aider le vétéran à changer sa vie, à mettre de nouveaux objectifs, à l'aider à se reconstruire.